toutes et à tous, bienvenue pour ce jeudi 12 mars. Au menu, l'impact du coronavirus sur les milieux culturels, résumé du dernier conseil communal de Copé et en images, la manifestation du collectif Grève féministe de Nyon lors de la journée du 8 mars. Bienvenue dans votre journal hebdomadaire du district de Nyon. Les milieux culturels suisses et évidemment la région attendent avec impatience la décision lors de la prochaine conférence de presse du Conseil fédéral sur le coronavirus le 13 mars. Après l'annulation des manifestations de plus de 1000 personnes prononcées le 28 février, les acteurs culturels craignent l'annonce de mesures plus restrictives. De manière plus générale, la situation demeure très compliquée. Chaque maillon de la chaîne culturelle est touché et subit les conséquences du virus. Premier impact, il est par rapport au public qui est inquiet et donc n'achète plus de billets, donc il est sur la vente. On a moins 80% de vente de billets ces 2 dernières semaines. On est à peu près à 5 semaines du festival. Évidemment, nous, on espère que la situation va se débloquer, pas que pour nous, mais pour le monde en général, évidemment. Là, tout de suite, on est un peu dans une incertitude. On essaie de prévoir différents scénarios. On est conscient du danger au niveau de la santé. On a annoncé notre programmation, on a finalisé le programme, on va de l'avant, mais c'est clair qu'on est inquiet. Nous, on est un petit peu dans le flou là au milieu, on surfe sur la vague, on va essayer jusqu'au plus loin possible de se dire peut-être qu'on pourra faire nos galas, mais très honnêtement, on n'y croit pas beaucoup. En termes de budget, est-ce qu'à l'heure actuelle, ça a un impact pour le Caribana ou pas? Notre billetterie va bien par rapport à l'année passée, mais ça s'est quand même ralenti. Donc oui, il y a déjà un impact quand même, si on devait arrêter. Pour nous, ce qui est compliqué, c'est d'essayer d'avancer tout en prenant le moins de risques financiers possible. Donc, c'est-à-dire avancer en essayant de s'assurer que ce qu'on investit comme argent ou ce sur quoi on s'engage va pouvoir être annulé si on doit en arriver là. Et puis l'autre gros problème, évidemment, c'est que les artistes qui, eux, sont la partie la plus fragile de cette économie culturelle, si on ne joue pas, on n'est pas tenu, à partir du moment où, évidemment, on a la directive de ne plus jouer, de payer les cachets. Et là, clairement, il faut qu'on soit solidaire avec les artistes, entre théâtres, entre organismes culturels, pour trouver une solution. Au niveau du régisseur, il était très compréhensif. C'est vrai que là, c'est un gros budget. On n'avait pas encore signé le contrat. Donc voilà, un petit peu de chance pour nous, un petit peu de malheur pour lui. Mais on aura d'autres occasions de le réengager pour compenser le malheur, quelque part, qui nous frappe ici avec ces concerts annuels. Il faut vraiment que tout le monde joue le même jeu, quoi. Et c'est vraiment difficile pour tout le monde dans le domaine. On va accueillir ici le FIFDH pour une soirée pour pouvoir fêter avec eux ce qui n'aura pas eu lieu. Moi, j'ai déjà été sollicitée par d'autres festivals suisses qui nous proposent de nous accueillir également si le festival n'a pas lieu, mais on continue d'espérer de notre côté. On continue la discussion avec le directeur de Opus One, l'entreprise lyonnaise organisatrice de concerts et d'événements, souffre évidemment aussi de cette région. Vincent Sagarme, bonjour, merci d'être avec nous. Depuis l'annonce du 28 février, donc on l'a dit, les premières mesures restrictives pour les milieux culturels. Quelle est la situation aujourd'hui pour Opus One? Compliquée, la même que pour toutes mes consoeurs et tous mes confrères que j'ai pu entendre juste avant dans votre sujet. On avance à vue en échafaudant des hypothèses et des scénarios et dans l'attente des informations qui viendront demain en provenance du Conseil fédéral, parce que pour l'instant, on a été relativement peu impacté. On avait par hasard peu de concerts dans cette première séquence qui allait du 1er au 15 mars. On en a beaucoup plus à partir de maintenant. La saison commence vraiment. Et dans l'hypothèse très vraisemblable où la fermeture des lieux publics sera maintenue, voire accentuée, on va annuler ou reporter des dizaines de manifestations. Le fait de reporter un concert, par exemple, quelles conséquences est-ce que ça a concrètement? C'est variable. À partir du moment où un concert peut en effet être reporté à une nouvelle date, les billets restent valables, l'événement a lieu, tout se passe bien. Si ça n'est pas possible de le faire, soit que l'artiste n'est plus en tournée au moment où on serait en mesure de proposer ce spectacle, ou que la salle ne soit pas disponible, ou que sais-je, dans ce cas-là, on va rembourser les spectateurs, évidemment. Et puis on se retrouve frappé par une situation de force majeure. Autrement dit, ce qui était expliqué par une des intervenantes de votre sujet, c'est qu'en effet, les artistes qui ne peuvent pas jouer, mais ça n'est pas de notre responsabilité, sont tenus de nous rendre leur cachet, mais on va se retrouver face à des frais assez considérables dont il faut savoir qu'ils ne sont pas assurés. On a des assurances contre l'annulation, mais elles ne couvrent pas
les risques inhérents au coronavirus. Donc, on s'attend aujourd'hui à des dommages très importants sans être en mesure de les chiffrer. Quant aux dommages d'annulation, mais l'autre problème que vivent tous les lieux culturels en ce moment, c'est la disparition des ventes de billets. Purement et simplement, on est passé de... En moyenne, on vend 3 à 5 000 billets par semaine, on en vend quelques dizaines, 200, 300 aujourd'hui, et c'est notre carburant, les billets, c'est ce qui nous fait vivre. Donc ça... Justement, le fait de ne pas vendre de billets, pour vous, quel impact? Est-ce que ça touche aussi du coup vos employés à Opus One? Évidemment, non, on est en train de réfléchir, comme beaucoup d'entreprises, comme toutes les entreprises du secteur, à des mesures de chômage partiel, à de l'aménagement du temps, parce qu'à partir du moment où on n'a plus de recettes, plus de spectacles, et la raison pour laquelle on est en train de s'activer et de faire des choses, elle n'est plus existante. Donc on doit trouver une solution intermédiaire qui nous assure de pouvoir survivre à moyen terme. Parce qu'une entreprise, à plus forte raison une PME comme la nôtre, on a 18 collaborateurs, c'est important. Elle a besoin de ces recettes-là pour vivre. Et sans recettes, c'est compliqué. On a des réserves, tant mieux, on va pouvoir tenir un moment, mais c'est une situation qui ne pourra pas s'éterniser. Jusqu'à combien de temps vous pouvez tenir, justement? Difficile à dire, parce qu'on n'est pas en mesure de mesurer aujourd'hui l'ampleur du problème, et puis on ne sait pas quand il s'arrêtera. Et à plus forte raison, pour chacun des événements qu'on a durant les prochaines semaines, on a imaginé 1, 2 ou 3 solutions différentes, avec des impacts financiers qui sont très variables. Je ne peux pas répondre à cette question. Oui, la question centrale, finalement, aujourd'hui pour tout le monde, c'est la question du quand. Tous les regards se tournent évidemment dans la région du côté des festivals. On l'a dit, QI Jazz qui a été annulé, Caribana, Paléo. Est-ce qu'ils sont à l'abri ou pas? Qui peut le dire? Je suppose que non, puisque si la situation devait s'éterniser durant l'été, évidemment que les manifestations en plein air seraient impactées au même titre que les concerts en salle, que le championnat de hockey, que le championnat de football, et j'en passe. Donc, personne n'est à l'abri. La situation, elle est grave, elle est importante. Je pense qu'il faut d'abord considérer les mesures de santé publique, elles sont pertinentes. Nous, on est très attachés à ça. Et ensuite, mettre en place une organisation qui permette de déplacer les choses, de réorganiser, de planifier, d'informer les gens. Et puis derrière, il sera le temps de faire les comptes. Et là, on se tournera vers les pouvoirs publics, notamment parce qu'on aura besoin d'aide. C'est une certitude. On l'a vu, Alexandre Démétriades, élu nyonnais, qui a également déposé une résolution en faveur de l'événementiel au Grand Conseil. Vous l'avez dit, plusieurs choses se mettent en place. Mais aujourd'hui, on est dans l'urgence. Donc, qu'est-ce que vous attendez concrètement et aujourd'hui, là, maintenant, de la part de vos politiques? Les besoins des uns des autres dans l'urgence sont très variables. Il y a beaucoup d'acteurs culturels qui se retrouvent en situation absolument problématique en termes de liquidité, parce que tout simplement, n'ayant plus de rentrée, ils n'ont plus de moyens de payer leurs factures. Donc, certains ont besoin de prêts à 0%, d'autres de sursoir au paiement de leurs impôts ou de la TVA ou trimestrielle. Les cas sont très différents. Aujourd'hui, on est en train de rassembler les différents organismes professionnels. SMPA, pour nous, c'est l'association des organisateurs suisses de concerts et de festivals. Artos, qui rassemble les techniciens du spectacle, les institutions culturelles, les théâtres de Suisse romande. Tous ces gens-là se parlent. On essaie vraiment de lister. Je vous coupe parce que ça peut paraître horrible quand on entend dire de la part d'acteurs culturels, ben oui, aujourd'hui, dans un cas de force majeure, on ne sera plus tenu de payer ces artistes. Si on ne les paye plus, quelque part, tout s'écroule. C'est une économie entière qui est mise en péril. Il ne s'agit pas uniquement des organisateurs, mais des techniciens, des freelances, des employés temporaires, des artistes, bien entendu. Non, les dommages sont nombreux et longs à inventorier. Ça n'est pas fini. Est-ce que vous vous sentez aujourd'hui, en tant qu'Opus One, tout le monde a le regard aussi sur vous, comme un exemple d'être un exemple aujourd'hui dans les consignes de santé? Oui, je pense qu'on se doit d'être exemplaire dans le respect des consignes. On n'est pas là pour débattre de la pertinence des mesures qui sont décidées. Elles sont décidées par des gens compétents. Absolument, évidemment. Ensuite, de par notre taille, on attire sans doute plus l'attention que d'autres organisateurs, mais on ne souffre pas plus qu'eux. On souffre la même chose. On est simplement un peu plus grand, donc plus visible. Donc, ce qui est important aussi dans ce moment, c'est la solidarité entre les gens, c'est le dialogue. Et puis ça marche plutôt bien, ça. Je dois dire que c'est plutôt louable de constater qu'on se parle énormément entre organisateurs, festivals, producteurs, pour chercher des solutions, s'informer, se poser des questions et puis se challenger un peu. Et ça, c'est bien. Comptez sur la solidarité des uns des autres. Vincent Zagar, directeur de Opus One, merci d'avoir été avec nous. Merci de votre accueil.
Mardi soir, à Coppet, les élus ont accepté de rénover la Copétane en café-restaurant et la demande de superficie en faveur d'Arsco SA pour la construction d'une piscine et d'une patinoire. Lors du conseil communal, les discussions se sont prolongées autour de la maison Michel. Retour sur les remarques du législatif avec le président rapporteur du dossier. Ce soir, la demande de crédit de 950 000 francs pour la rénovation de l'aménagement du café-restaurant La Copétane a été acceptée par 22 oui, 11 non, 6 abstentions. Finalement, le vote était assez serré. Pas si serré que ça, il y a eu plus de la moitié qui était pour et il y a eu peut-être un tiers qui était contre. Donc je pense que c'est plutôt un plébiscite du projet. Actuellement, les normes d'hygiène ne sont pas respectées, on le sait. C'est pour ça que ces travaux vont être entrepris pour que les normes soient respectées, afin qu'il puisse gérer son restaurant de façon correcte. Autrement dit, que ce préavis soit accepté ou pas ce soir, il y avait de toute façon un coût pour les rénovations. Alors exactement, pour que ce bâtiment puisse rester pérenne, il fallait de toute façon le mettre aux normes. On devait investir déjà 650 000 francs pour assainir le bâtiment. On rajoutait juste 300 000 francs pour avoir un café en plus. Du côté du conseil, on se demande si la Copétane sera un café ou restaurant. Qu'est-ce qu'il en est? Alors ce sera un café-restaurant, donc un petit restaurant pour vraiment satisfaire aux besoins de la population locale. En 2016, une initiative déjà demandait la création d'un restaurant. Ce soir, on a entendu une menace de référendum en disant que finalement ce préavis ne répondait pas à l'initiative de 2016. Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que le préavis répond à cette demande de la population. Maintenant, je pense que les gens qui ont signé cette demande, cette initiative, ont peut-être des idées à eux de ce qu'ils veulent exactement comme restaurant. Je ne suis pas sûr qu'une nouvelle initiative sera ou qu'un référendum puisse aboutir. On a également désigné ce café-restaurant comme un boyau, un puits sombre, sans lumière. Qu'est-ce que vous répondez? Oui, alors en fait, il y a un budget assez important qui a été mis dans cet objet pour traiter de la lumière. Et comme il a été dit également dans le conseil, il y a un puits de lumière qui va être créé de lumière naturelle. Mais en effet, ça aurait été mieux compris si on avait pu voir les plans projetés lors de ce conseil. Le conseil s'est plaint de ne pas avoir reçu ces plans. Pourquoi est-ce qu'il ne l'a pas reçu? Alors je vous laisserai poser la question à la municipalité qui est en charge du déroulement du conseil. La suite, vous l'aurez compris, donc en plateau, on en parle avec le vice-syndic de Coppet et municipal en charge du dossier, Jean-Claude Trotty. Merci d'être avec nous. Bonjour. Bonjour, je vous repose donc la question qu'on vient d'entendre. Pourquoi le Conseil n'a pas reçu les plans de la Copétane? Alors, disons que ce projet actuellement, il est dans un état d'avant-projet, donc il n'y a qu'un plan d'étage. Disons maintenant, on va développer le projet, on aura des plans plus détaillés. Disons que il était à ce moment-là pas forcément nécessaire. Bon, par contre, la commission a eu ces plans, elle a pu les étudier. On a eu l'architecte qui a expliqué le pourquoi, comment. Et ces plans, forcément, ce plan est à la disposition de la population et des gens qui souhaitent le voir. Mais ce n'était pas une volonté de ne pas diffuser des plans. C'était simplement que... Il semblait que pour l'instant, ces plans n'étaient pas fortement pertinents dans le projet lui-même. La Copétane, café-restaurant, on l'a entendu. Difficile parfois à dire si c'est un café ou un restaurant. Donc, quel sera le public cible? Alors, café-restaurant, comme l'a dit M. Cherbin, nous, on avait une idée d'auberge à une certaine époque, mais là, on est loin de l'auberge, café-restaurant. Donc, le public cible, c'est les citoyens locaux, mais aussi ceux des environs. Ça sera une cuisine, disons, simple, standard, genre filet de perche, steak tartare et menu du jour. On n'a pas une prétention de faire de la gastronomie, puisqu'on a déjà quelque chose qui existe à l'entrée du village côté Nyon, en gastronomique. Donc la volonté surtout de pouvoir fournir à manger correctement à la population qui vient dans notre bourg. Vous parliez tout à l'heure de l'architecte, Monsieur Nicolas Delachaux, que vous avez décidé de mandater et qui est d'ailleurs membre de la commission des monuments et sites pour la commune de Coppet. La question donc, pourquoi ne pas avoir fait un appel d'offres? Alors effectivement, M. Delachaux a une histoire longue avec Coppet, puisque ça fait plusieurs années qu'il est dans cette fameuse commission des monuments sites. C'est aussi un spécialiste, un architecte qui est spécialisé dans ce type de rénovation dans des
dans un bourg, hein, donc c'est quand même nous sommes en catégorie 2 dans ce bâtiment, donc ça veut dire historique, donc il y a certaines connaissances qu'il faut vraiment avoir et dont M. Lachaud a tout à fait ses compétences. Il est aussi bien écouté au niveau du canton, ce qui peut peut-être nous faciliter la tâche. C'est pour ça qu'on a opté pour choisir M. Lachaud, quoi. Le contrat actuel a également été modifié avec l'actuel locataire. Qu'est-ce qu'il en est? Alors, c'est un contrat un peu spécial dans le sens qu'on a décidé avec lui 36 mois d'activité. Ça signifie qu'on va donc entamer maintenant le projet. Donc il va y avoir des travaux. Donc actuellement, il est déjà depuis début janvier, donc il fonctionne. On va s'arrêter avec lui pendant les travaux. Puis après les travaux, il fera le solde des mois qu'il a. Et au bout de ça, on va réouvrir la possibilité d'un concours, enfin de chercher un nouveau, ou lui, on verra ça. Mais on va réouvrir la possibilité d'un nouveau gérant. Donc une mise au concours de nouveau. Au niveau du calendrier, quand est-ce qu'on pourra se mettre à table? Alors là, je dirais que, vu comme ça, parce qu'il faut savoir aussi qu'on a des mises à l'enquête, donc des oppositions. Enfin, actuellement, on est quand même dans une phase où il peut y avoir un référendum par des citoyens. Donc on a certaines contraintes qui ne dépendent pas de nous. Mais vu comme ça serait en tout cas le début de l'année prochaine. On pense le plus rapidement possible quand même. En parlant recours, justement, il y en a d'autres. C'est justement par rapport à ce dossier de la piscine patinoire à Coppet. C'est donc un vieux dossier qui traîne depuis 2009. Mardi soir, au Conseil, vous avez donc accepté l'octroi de la parcelle numéro 239. Au niveau des recours, un recours au niveau cantonal. Mais où est-ce que ça en est concrètement ? Alors effectivement, on est dans un recours au cantonal. Donc la commune de Coppet a délivré le permis de construire et il y a eu une opposition là-dessus. Ça fait 5 ans maintenant qu'on est dans cette procédure juridique dans les différentes phases. Maintenant, on ne peut pas dire grand-chose puisqu'on ne sait pas. C'est dans les mains du juge. Le juge doit se prononcer maintenant. Il demande des informations à l'un à l'autre et on attend maintenant un peu ce qui va se passer. Moi, j'espère qu'on n'est pas très très loin de trouver une solution, quoi. Ça serait quand même, parce que c'est quand même un projet qui est extrêmement important pour la Terre Sainte. Pourquoi justement est-ce qu'il est important pour Terre Sainte? On sait, à Gland, il y a notamment la construction d'une patinoire régionale, probablement. Vous parlez d'ailleurs sous le regard attentif du H-Seignon en ce moment. On le sait, les clubs ont besoin d'une patinoire. Donc pourquoi est-ce que cette patinoire piscine, elle est importante à Terre Sainte? C'est parce que nous avons une longue histoire avec la glace, c'est-à-dire on a donc, nous, été à Coppet un des premiers patinoires éphémères, donc ça fait déjà 14 ans, donc on a ce genre d'installation. Et donc on a la volonté vraiment de faire un lieu un lieu de vie avec une piscine et une patinoire, ce qui permet d'avoir un bon rapport énergétique entre les deux. Il y en a un qui chauffe, l'autre qui refroidit. Et c'est la volonté, c'est d'avoir vraiment un lieu de vie pour la population. C'est quelque chose qui est extrêmement demandé. Je suis assez souvent interpellé pour savoir où ça en est, pourquoi on n'avance pas, et lieu en est d'expliquer que, voilà... vous en savez quelque chose, vu que vous êtes aussi président de l'ARSCO, la société oui, à qui a été confiée justement la construction de cette patinoire. À combien vous chiffrez ce coût aujourd'hui? Le coût de la patinoire? La patinoire, mais la construction ou le coût juridique? Le coût total. C'est actuellement de 20 millions, l'ensemble. Donc, au niveau du marché, je pense que c'est à revoir. Vous me direz si je ne m'abuse. À Gland, on parle de 7 à 8 millions tout compris. Donc, comment vous justifiez ce coût de 20 millions qui peut paraître surprenant? Parce que nous, on a 2 installations. On a la piscine et la patinoire. C'est pour ça que ça vaut 20 millions. Jean-Claude Trotti, merci d'avoir été avec nous et pour ces précisions à faire à suivre donc pour cette patinoire. Merci à vous aussi. Bonne journée. À Trélay, 2 candidats sont en lice pour la complémentaire. Le dimanche 5 avril prochain, la commune devrait connaître le nom de la personne qui complétera le collège municipal. Ce lundi à midi, 2 candidats ont déposé leur liste pour l'élection complémentaire suite à la démission du syndic Yves Ravenel. Il s'agit d'Evelina Giraud et d'Éric Bustamante. Il est midi et nous sommes au greffe de Trélay. C'est à cette heure-ci que devaient se déclarer les candidats à la complémentaire à la municipalité. Alors justement, quels sont ces candidats? Combien de noms ont été déposés au greffe? Alors on a la joie d'avoir 2 candidatures, Madame Evelina Giraud et Monsieur Éric Bustamante. Est-ce que vous attendiez à avoir plus d'une candidature?
Alors non, c'est toujours une joie de voir qu'on a plusieurs candidatures parce que par le passé, des fois, on a eu de la difficulté à remplir les sièges disponibles. La commune de Trélez, c'est un conseil communal de 45 membres, une municipalité de 5 membres. Jusqu'à présent, la municipalité a fonctionné à 4. Est-ce que c'était jouable? Est-ce que la charge de travail était supportable? Alors, on a réussi à s'en sortir, mais c'est sûr que c'est un soulagement de bientôt pouvoir retravailler à 5. Comment s'est passé ces quelques mois de vacances de la syndicature? Est-ce que c'est un sujet de conversation au sein de la commune? On a eu peu d'échos. On a rassuré que toute l'administration fonctionnait de manière normale. Et je crois que les gens étaient patients si jamais il y a eu quelques retards. Donc on n'a pas eu de problème particulier. On est à peu près à 1 mois des élections communales. Est-ce que finalement, d'avoir 2 candidats pour un poste à l'exécutif, ça montre qu'il y aura des élections qui vont être disputées, des élections où il y aura de nombreuses personnes qui se présenteront? Alors pour l'année prochaine, effectivement, c'est plutôt un bon signal de voir qu'on a 2 candidatures. Parce que c'est toujours effectivement un sujet d'inquiétude de pouvoir travailler à 5. La législature précédente, on a dû faire une élection complémentaire parce qu'il n'y avait que 4 candidats. Donc on espère que l'année prochaine, ça ne sera pas le cas. Puis ensuite, alors il y a évidemment la question du poste de syndic. Comment ça va se passer? Alors tout dépend de qui est élu. On va avoir une discussion dès que le collège sera au complet, c'est-à-dire qu'on sera 5 municipaux. Et voilà, les discussions se feront à ce moment-là. À noter que dans le reste du district à Tartonien, Heidi Herzog est la seule candidate à avoir déposé une liste pour succéder au démissionnaire Daniel Emery. Dans cette commune à conseil général, une élection est nécessaire. Elle aura donc lieu le 5 avril. Du côté de Perrois, c'est Didier Aldiman qui prendra la tête d'une municipalité presque entièrement renouvelée. Il est donc élu tacitement. Les 5 membres de l'exécutif, dont un élu en décembre dernier et 3 autres le 9 février, sont tombés d'accord pour lui laisser la syndicature. Autre préavis important à l'ordre du jour des conseils communaux, la reconduction du dispositif d'investissement solidaire de la région lyonnaise pour la période 2020 à 2025. On en parle avec vous, Boris Muri. Bonjour. Bonjour. Vous êtes donc municipal à Borey et membre du Que dire de région de Nyon. Pour qu'on puisse tous suivre cette discussion, le DISREN, qu'est-ce que c'est ? Alors, comme vous l'avez dit, c'est un dispositif d'investissement solidaire de la région lyonnaise. On parlait de solidarité avant avec la culture et le problème de ce virus. On n'est pas tout à fait dans le même cas, mais là, c'est vraiment un mécanisme qui permet de cofinancer des projets d'intérêt régional. Donc, des communes membres de Région de Nyon et qui ont adhéré à ce DISREN. Donc là, on a déjà fait 3 ans d'exercice avec ce dispositif. Et là, on relance pour 5 ans. Donc c'est pour ça qu'on doit repasser dans toutes les communes pour valider ce principe. Donc l'idée de base, c'est qu'une commune qui aurait un projet d'intérêt dit régional ou un ensemble de communes membres de ce DISREN peut contacter Région de Nyon pour avoir des fonds de solidarité de l'ensemble des communes membres de ce mécanisme. Et également, par cet outil, on arrive à obtenir beaucoup de fonds tiers de la part du canton ou de la confédération. Et c'est là un des grands avantages, parce qu'en fédérant ainsi les communes de notre région, on arrive à récolter ces fonds qui permettent de diminuer un peu la facture à nos communes. J'aimerais rentrer un petit peu plus en détail dans le fonctionnement pour faire une distinction, puisque certaines communes font partie du conseil régional du district de Nyon, mais ne passent pas en caisse, donc ne financent pas ce DISREN. Pourquoi est-ce que certaines payent et d'autres pas, alors qu'elles font partie de Région de Nyon? Alors ça, c'est toujours la difficulté de la solidarité, qui n'est pas quelque chose d'obligatoire. L'idéal, ce serait évidemment que tout le monde en fasse partie. C'était d'abord l'idée du comité de direction de Région de Nyon, de rendre cet outil obligatoire pour tous les membres. Pour l'instant, c'est en but optionnel. Le problème, c'est que la loi sur les communes nous oblige d'avoir l'unanimité des communes pour changer les statuts de notre association, ce qui, aujourd'hui, n'est pas possible. Parce qu'on le sent, dans le contexte actuel dans lequel on vit, financièrement, les communes sont face à la péréquation, facture sociale. Donc, autrement dit, obliger tout le monde à payer, ça ne vous semblait pas le bon choix? Alors, ce n'est pas que ça ne nous semble pas le bon choix, ça nous paraît le choix logique. Le problème, c'est qu'on ne peut pas le forcer, on n'a aucun pouvoir. Donc, ça doit quand même rester une impulsion communale.
On voit là qu'on a quand même beaucoup de communes qui sont membres. Ça représente 85% de la population du district. Alors évidemment, nous, l'idéal, ce serait que toutes les communes en fassent partie. On va travailler dans ce sens. 42 communes soutiennent le Distren, 47 font partie de Région de Nyon. Actuellement, au vote, 5 communes ont accepté ce préavis. Est-ce que vous êtes donc dans la situation actuelle plutôt confiant ou pas ? Alors, on est relativement confiant, on va dire, du statu quo. Je ne pense pas que beaucoup de communes vont arrêter d'adhérer à ce principe, parce qu'on a vu là dans les 3 dernières années qu'on a eu beaucoup de réussite avec cet outil, qui est toujours, on va dire, encore jeune, 3 ans. Est-ce que vous avez justement des exemples concrets de réussite dans lesquels le Distren a été particulièrement efficace ? Alors oui, on va essayer d'un petit peu prendre plusieurs exemples dans la région. On a par exemple la RC1 à Terre-Sainte où on a pu revoir donc, la route du lac et favoriser la mobilité douce. On a par exemple la Maison des Vins qui est un projet qui est fédérateur au sein du district. On a un autre pôle qui nous intéresse, qui est le pôle touristique et également du sport, dans toute la région de la Givrine et de la Dôle, qui était quelque chose d'important pour la région de Nyon. C'est un gros projet d'infrastructure. Et vous êtes bien au courant, également ici à NRTV, pu débloquer des fonds pour améliorer les infrastructures de cette chaîne. D'autres communes ont malheureusement décidé de quitter Région de Nyon, c'est le cas de Prangin. D'autres, à l'inverse, on les regarde, c'est Gingin et Vic, puisqu'elles pourraient adhérer au Distren. Comment est-ce qu'on les convainc ? Quel est le travail qui reste à faire ? Alors, une grande partie, c'est de montrer que c'est de l'intérêt, non seulement pour la commune, mais avant tout pour la population. Nous, on travaille dans ce sens-là. C'est vrai qu'on est un district qui est quand même assez grand. On peut bien se rendre compte quand des communes comme Coppet, My, ou bien des grandes communes, des villes comme Nyon-Gland, ou bien des petites communes comme Marchissy-Giraud, d'avoir exactement les mêmes intérêts. Pour la commune, c'est très compliqué. En revanche, pour la population, on a les mêmes centres d'intérêt. Je crois que le concept de vivre dans un village, on est dans le village, on grandit dans son village, on travaille dans son village et on décède dans ce village, n'existe plus. Il faut se rendre compte que maintenant, on est plutôt au niveau régional, voire supra-régional, où on va travailler dans les grandes villes. Donc, il faut bien montrer à ces communes qu'on a un intérêt régional pour la population, d'améliorer les infrastructures. On parle de mobilité. Ne plus se replier sur soi, c'est ce que vous nous dites. C'est exactement ça. Merci pour ces précisions, Boris Muri. Merci. Retour sur la journée des droits de la femme. À Nyon, une quarantaine de personnes manifestaient donc ce dimanche dans les rues avant de rejoindre le cortège prévu à Lausanne. L'occasion de savoir ce qui, selon les membres du collectif nyonnais de la grève féministe, avait changé depuis le 14 juin. Aujourd'hui, on est là pour le 8 mars, donc le droit international pour le droit des femmes. Et moi, je suis ici pour faire entendre ma voix et surtout pour me représenter en tant que femme afrodescendante, politisée, radicale, qui se mobilise pour le droit de tous. Défendre en fait une cause qui me semble concerner tout le monde. Souvent on dit ouais, les femmes, les hommes, ils peuvent pas être égaux, ils peuvent être égaux en droit. C'est juste des droits, une égalité de droits, pas une égalité de corps. Cette journée du 8 mars, qu'est-ce qu'elle représente pour vous ? Elle représente un peu genre le retour du printemps après le 14 juin où on s'y remet, où on se réjouit de la nouvelle année et de continuer à revendiquer pour nos droits et dans la bonne humeur le plus possible. On vous a entendu dans un discours aujourd'hui. Quel était l'essentiel de ce message ? L'essentiel de ce message, c'est... Pour moi, il va à mes sœurs noires et afrodescendantes, c'est qu'elles ne sont pas toutes seules, c'est qu'on est quand même beaucoup ici en Suisse et puis qu'on essaye de se rassembler autour des problématiques qu'on comprend bien, qu'on n'est pas invisible
qu'on n'est pas juste tout obligé de se défriser les cheveux ou de s'éclaircir la peau pour être valable, qu'on est des êtres humains en fait, tout simplement. Les femmes noires et afrodescendantes sont des êtres humains à part entière. La question c'est toujours ça, qu'est-ce qui fait qu'un jour on nous entend pour de vrai? Qu'est-ce qui fait qu'en désobéissant, en faisant autrement qu'une politique correcte en Suisse, on arrive à faire bouger les choses? Donc pour nous aujourd'hui, je trouve que c'est le fait de venir en soutien en fait, aux femmes des autres pays, puis de se rappeler que c'est pas parce qu'on est dans un gros pays riche et capitaliste que chez nous ça va. Le thème de la journée, c'est aussi parler des personnes qui travaillent le dimanche et les jours fériés, parce que c'est toujours une majorité de femmes qui travaillent dans ces milieux-là, qui sont mal payées, toujours autant mal reconnues. Et pour parler aussi du travail de soins en fait, qu'on fait à la maison aussi. En fait. Et le travail que les mères particulièrement font, c'est pas que le dimanche, c'est tous les jours. C'est un travail qui est très très dur, qui demande énormément de responsabilités, qui n'est pas payé, qui n'est pas reconnu. Et ça, c'est injuste aussi. Le 14 juin, on a vu de nombreuses femmes manifester. Qu'est-ce qui a changé depuis ? Je pense qu'il y a, malheureusement, dans les faits concrets, il n'y a pas grand-chose. L'économie est trop forte, la politique qui va vraiment très lentement est trop forte aussi. Je crois juste, par contre, que je le vois là chez des jeunes personnes, il y a vraiment des choses qui bougent dans leur tête. Les jeunes se posent vachement plus de questions de genre, c'est plus intéressant. Moi, je suis une vieille dame et en 1970, on demandait déjà certaines choses qu'on n'a toujours pas obtenues. Mais par contre, on a obtenu certaines choses. Il y a des choses qui ont changé. Pour moi, c'est les nouveaux pères, c'est les hommes qui s'occupent des enfants. Et ça fait une grande différence. On a vu notre Parlement évoluer un petit peu dans le bon sens. Je pense que c'est une bonne nouvelle. Mais je pense qu'il y a encore pas mal de chemin à faire, dans le sens où il y a encore certaines minorités qui ne sont pas assez représentées. Nous, on fait le changement en fait. Le fait de pouvoir prendre la voix, le fait de pouvoir exister, de marcher, de se réunir et d'organiser. Je pense qu'énormément de choses changent. Mais maintenant, il faut voir comment justement les personnes avec du pouvoir, avec des privilèges au sein des politiques veulent changer les choses. Parce que nous, on veut le faire, c'est évident. Ce 14 juin, vous aviez remis un manifeste aux autorités. Qu'est-ce qui en a été fait depuis ? On a remis en fait l'introduction, en tout cas on n'a pas eu de retour par rapport à ça. On y travaille toujours parce qu'on ne fait pas les choses à moitié, puis du coup c'est un gros boulot. Je pense que ça prend encore un peu de temps parce qu'en fait on se rend compte aussi que d'être militante pour tout ça, c'est aussi vraiment un cumul qui fait que, comme d'hab, on fait beaucoup trop puis on est fatigué. Mais là, le printemps revient, on va s'y remettre. Mais j'ai pas l'impression que ce soit une ville qui exprime vraiment beaucoup son attention par rapport à ça. On n'a pas eu de contact, il n'y a pas eu des personnes qui se préoccupent de se dire mais c'est quoi vraiment en fait qui fait qu'il y ait des milliers de personnes qui se sont mis dans la rue. Grosse interrogation. Du café pour mieux s'intégrer, what else? La municipalité de Gland invite depuis septembre les allophones de la région autour d'un café pour partager un moment convivial et tout savoir sur la vie locale, administrative et professionnelle. Un rendez-vous qui a lieu tous les premiers mardis du mois. Début mars, la rencontre avait lieu à la Pépinière à Gland. Vous parlez espagnol, enfin tous les langues que vous parlez. Le Café Contact, c'est un endroit où on invite les personnes étrangères qui connaissent soit pas la langue, qui connaissent pas assez bien Gland. Aujourd'hui, on est à la Pépinière, qui est l'endroit pour les jeunes. Donc, on essaye vraiment de leur montrer un peu tout ce qu'on a, tous les services qu'on a à Gland, tout ce qu'on peut découvrir. Et puis surtout, ce qui est important pour elles aussi, c'est qu'elles puissent parler entre elles en français. Vous dites « elles », mais est-ce que les hommes sont les bienvenus à ces cafés contacts ? Alors ça, bien sûr, les hommes sont, bien sûr, c'est ouvert, c'est pas du tout fermé aux hommes, mais quand on voit, souvent, c'est quand même l'intégration. Pour la femme, c'est plus difficile de s'intégrer. Surtout, c'est souvent des femmes qui travaillent pas, qui sont à la maison, elles ont encore des jeunes enfants, et l'homme qui sort, qui va travailler, son intégration, elle va se faire beaucoup plus facilement que pour la femme qui reste à la maison et qui n'a pas beaucoup de contact avec les autres personnes. C'est pour ça, en fait, ça s'est fait un peu naturellement. On a évidemment plus de femmes, on a pour l'instant pas du tout d'hommes. Expliquez-nous pourquoi vous êtes là aujourd'hui. Je viens pour moi, c'est intéressant d'interagir comme toutes les personnes, parce que moi, je travaille avec une maison grande. Ils viennent de toute la part de la Suisse ou de la France.
pour moi, intéressant d'apprendre le français. Essayer d'apprendre le français parce que c'est une langue étrangère pour nous et donc c'est pas facile d'apprendre. Oui, c'est un moyen de rencontrer d'autres personnes. Par exemple, là aujourd'hui, on a une nouvelle dame qui est venue. C'est la première fois qu'elle est venue, ça fait une semaine qu'elle est ici à Gland. Et pour elle, c'est vraiment super. Comme ça, elle va vraiment tout découvrir. Elle ne connaît rien du tout. Elle ne parle même pas la langue. Donc ici, elle pourra aussi découvrir où elle peut prendre des cours de français, où elle peut apprendre et puis vraiment découvrir notre ville. Qui est-ce qui anime ces cafés contacts? À la base, c'est le service, donc le service du SPOP, service à la population. Moi, j'ai l'intégration dans mon dicaster, donc c'est avec la déléguée à l'intégration qu'on a inauguré ce café contact qu'on a commencé en septembre de l'année passée. Et comme vous l'avez dit, on le fait tous les premiers mardis du mois. Après, il y a Mathieu Glaire qui est responsable un peu de l'opérationnel, qui nous suit partout, qui a souvent les bonnes idées où on peut aller la prochaine fois. Quel est le bilan? Est-ce qu'il y a des femmes qui ont carrément été intégrées à la société, qui aujourd'hui travaillent après être passées par ces cafés contacts? Alors ça, je pense que c'est peut-être encore un peu trop peu de temps pour que je pourrais dire il y a quelqu'un qui a trouvé grâce à ça du travail. Mais je pense que c'est déjà un grand pas qui est fait. Ces dames, on a chaque mardi, on a plus de personnes qui viennent. Et je pense que ça, c'est vraiment déjà un grand succès. Très bel espace pour partager toutes les opinions, pour savoir beaucoup de choses que fait les communes et on peut connaître des personnes. Quelle est l'ambiance dans ces cafés contacts? Comment ça se passe? Bien, oui, bien. Oui, nous sommes devenus amis. Oui, intéressant d'apprendre de toutes les choses que se font à Gland. C'est intéressant. Et les pépinières. Les pépinières avec des magnifiques toilettes, c'est ce qu'on aura retenu aujourd'hui. J'ai fait une vidéo. C'est très intéressant. Je l'ai posé à le mot chat. Les pépinières, c'est les meilleures toilettes. Les meilleures toilettes de Suisse, on l'aura compris. En espagnol, comment se dice? El mejor baño de la Suisse romande. Et on ouvre à présent une page de sport. Les Nyonnais du HC Nyon ont été éliminés dès le premier tour des playoffs de 3e Ligue. Leur saison est désormais terminée. Ils se projettent sur l'avenir. L'occasion de parler aussi du coronavirus, malheureusement, qui impacte les jeux. On va en parler avec vous. Daniel Blas, président du HC Nyon. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. À vos côtés, Anthony Lafly, joueur aussi du HC Nyon. Coronavirus, donc on en parle. On en a parlé au début de ce journal. On termine avec lui puisque la finale ne se jouera pas. Donc vous êtes tous champions, en fait, si je comprends. On pourrait le dire comme ça, mais effectivement, la Ligue suisse a annoncé récemment, ou je crois que c'est hier ou aujourd'hui, que les play-offs n'auront pas lieu pour la Liga et pour les équipes professionnelles. Et la décision va être appliquée même jusqu'à notre championnat. Donc la finale de la 3e Ligue n'aura pas lieu. Donc il n'y aura pas de champion. Bon, ça ne remet pas en cause, on s'est bien battu. Vous avez dit on s'est éliminé. Oui, on a été éliminé au premier tour, mais on a fait un beau championnat avec pratiquement 50% de victoires. Anthony a pris toutes les statistiques. Il a les chiffres qui prouveront ça, justement. Oui, on va revenir sur cette belle saison, puisque tous les journalistes sportifs sont d'accord pour le dire, que l'équipe a très bien évolué. À quoi vous attribuez ce succès ? Honnêtement, franchement, c'est la glace. Le nerf de la guerre pour nous, le HC Nyon et pour n'importe quelle équipe, c'est d'avoir une glace. Donc, on vient de faire une période faste avec Perrois, grâce à cette glace temporaire. On a pu s'entraîner, on a eu assez de glace pour faire nos matchs. Et c'est la différence, on a pu attirer les joueurs et ça a renforcé l'équipe fondamentalement. Donc, on a fait une de nos meilleures saisons de ces dernières années, clairement. Je vous propose de glisser encore un peu sur Perrois d'ici quelques instants, puisqu'on sait que ça vous intéresse. Anthony, j'aimerais revenir sur cette saison avec vous. Est-ce qu'elle a finalement évolué parce qu'il y a eu plus de joueurs aussi qui ont intégré l'équipe au fil de ces dernières années ? Effectivement, ça fait partie, on va dire, du package avec la glace. Plus on a de joueurs, mieux on arrive à s'entraîner. Et en fin de compte, l'entraînement, c'est aussi le nerf de la guerre. Et c'est comme ça qu'on arrive à évoluer. Un bon match, à quoi est-ce qu'on l'attribue ? Vous le disiez en préparant cette interview, que c'était aussi tout dans le préparatif.
Disons, donc ça soit au travail ou dans le sport, c'est la base, c'est l'entraînement. Donc 80%, c'est la préparation. Après, on n'est pas au niveau de la Ligue nationale. Donc il y a d'une part la préparation, la cohésion, la qualité des joueurs. Et je pense qu'il y a une grosse partie chez nous de mental. Il y a l'envie aussi. Et là, en ce moment, on voit des images du match en dernière saison à la Vallée de Joux. Est-ce qu'il y a un match, vous, Anthony, qui vous a particulièrement marqué cette saison-ci ? Alors oui, il y a un match effectivement à Villars qui était un match extrêmement intensif, surtout que c'était contre une équipe d'un autre groupe que le nôtre. Donc on a eu la particularité cette saison d'effectuer 3 matchs contre des équipes d'un autre groupe. Et où là, j'ai vu toute l'équipe se donner à 200% pour essayer de rapporter, enfin dire, ces 3 points. Malheureusement, à la fin, ça n'a juste pas joué pour quelques minutes. Mais pour nous, c'était vraiment un match qu'on doit retenir pour la saison. Qui prouve justement la force de l'équipe qui est toujours plus vive. En 2018, vous participez à l'inauguration de la patinoire de Pérois, vous en parliez avant. Dernière saison justement pour cette patinoire. Dernière fois que vous jouez sur cette glace. On parle d'une patinoire régionale à Gland, d'une patinoire piscine aussi à Coppet, vous l'avez entendu. Donc comment est-ce que vous voyez l'avenir ? Disons, on est un petit peu dans l'inconnu. On espère vraiment soutenir au maximum ce projet de Gland qui se profile, qui est aujourd'hui le projet le plus avancé dans la région pour accueillir des hockeyeurs. On regrette un petit peu de la taille réduite de la patinoire de Terre Sainte. Après, on a discuté un petit peu entre les reportages des objectifs. C'est vrai qu'on aurait aimé avoir une patinoire à taille officielle pour accueillir des joueurs comme nous et une école de hockey. Mais aujourd'hui, c'est Gland qui est l'avenir. On sait que ça peut durer longtemps, mais pour nous et pour le comité du H-Seignon, c'est de trouver des solutions intermédiaires pour cette prochaine saison, voire 2, pour pouvoir accueillir nos 3 équipes. On a l'équipe qui joue en 3e ligue, mais on a 2 équipes qui jouent en ligue corporative régionale, qui ont aussi besoin de glace. Le but, c'est d'accueillir tout le monde, les professionnels comme les non-professionnels. Anthony, en tant que joueur, quand on vous parle de patinoire régionale, ça vous fait rêver, j'imagine ? Bien sûr. Moi, on m'en parle depuis que je suis tout petit, depuis que j'ai commencé l'école de hockey il y a de ça bien des années. Ça a toujours été d'actualité, on va dire, d'avoir une patinoire entre Morges et Genève. J'espère pouvoir un jour mettre les pieds dessus. C'est quelque chose qui serait vraiment fantastique. Est-ce que le lieu est important et peut justement faire fuir certains joueurs ou pas ? Ou est-ce que finalement il y a un élan de solidarité qui fait que tout le monde vient quand même ? Je pense sur la région, vu le manque total de glace, je pense qu'on peut attirer. Parce que nos joueurs aujourd'hui, ils viennent de Genève, Lausanne, même un peu plus loin. Donc s'il y a une patinoire dans le district, je pense que ce sera vraiment un élan de solidarité. On parlait de solidarité, mais je pense qu'il y a tellement d'enfants dans la région. On le voit aujourd'hui avec notre petit mouvement junior qui fait le plein. On doit refuser des enfants. Et ce qui est terrible, dès qu'ils sont trop grands, à 12-13 ans, on les abandonne un petit peu. On ne peut pas les accompagner plus loin. On n'a pas assez d'heures de glace. Donc là, je ne m'inquiète pas, où qu'elles soient. Je pense qu'on fera le plein. Anthony, on l'aura compris, donc vacances forcées pour l'instant, mais quelles sont les prochaines échéances pour le H-Seignon ? Alors pour nous, on espère pouvoir mettre déjà en place des entraînements d'été, puisque c'est un peu une nouvelle approche qu'on essaie d'avoir entre nous, c'est de garder le contact et puis s'entraîner avant la glace. Et puis la prochaine séance, ce sera bien sûr la reprise de la glace, on espère au mois d'août. Pour ça, si on arrive à trouver de la glace... Typiquement, au mois d'août, on monte un petit peu, on va à la Vallée de Joux qui garde la glace tout l'été. Donc on ira s'entraîner, se préparer à la Vallée de Joux. Et après, on espère, pour être accueillis dans la région, de toute façon, notre partenariat avec Morges est toujours d'actualité. Et on espère pouvoir patiner un peu plus du côté de Lausanne. Daniel Blas, Anthony Laffi, merci d'avoir été avec nous et salutations à toute l'équipe. Merci. Merci beaucoup. Quant à nous, vous le savez, on se retrouve la semaine prochaine à cette même place ou alors à travers les routes du district. Bonne suite de programmes sur Nyon Région Télévision.